Dans l'extrait du texte que je vous ai lu, Freud met en place à l'aide d'un exemple, l'exemple de la salle de conférence et de la conférence qui est perturbée par un intrus. Il met en place on va dire, les fondements de, de son hypothèse et de sa théorie psychanalytique. Quelle est la thèse quelle est l'hypothèse de Freud en 1914? Freud va postuler que par un mécanisme de défense, d'autodéfense, notre conscience a, il faut noter, hein, a le pouvoir de refouler certains désirs socialement inacceptables, certains événements particulièrement traumatisants, dans un domaine psychique qu'il va appeler l'inconscient. La plupart du temps, le refoulement, on va dire, se passe bien. Le refoulement ne provoque pas de pathologie. Mais il arrive que ce soit le cas. Et c'est ce que Freud appelle le retour du refoulé, le retour de Charles. Et c'est à ce moment-là que le travail psychanalytique devient nécessaire. Et c'est ce que je vais vous expliquer tout de suite, c'est ce que Freud va vous expliquer tout de suite. Pourquoi? Parce que le refoulé ne revient pas sous forme identique, mais sous forme qui n'est pas reconnaissable, sous une forme qui n'est pas reconnaissable. Autrement dit, et c'est tout l'enjeu du travail de Freud, autrement dit, le refoulé va être transformé par ce domaine psychique qu'il appelle l'inconscient et réapparaître sous une forme défigurée. Ce qui fait que le patient va être hanté par quelque chose qu'il ne parvient pas à reconnaître, qu'il ne parvient pas à réidentifier. Alors je poursuis la lecture du texte. Il est certain qu'en éloignant le mauvais sujet qui dérangerait la leçon et en plaçant des sentinelles devant la porte, tout n'est pas fini. Il peut très bien arriver que l'expulsé, amer et résolu, provoque encore plus du désordre. Il n'est plus dans la salle, c'est vrai, on est débarrassé de sa présence, de son rire moqueur, de ses remarques à haute voix, mais à certains égards, le refoulement est pourtant resté inefficace. Car voilà qu'au dehors, l'expulsé fait un vacarme insupportable. Il crie, donne des coups de poing contre la porte et trouble ainsi la conférence plus que par son attitude précédente. Dans ces conditions, il serait heureux que le président de la réunion veuille bien assumer le rôle de médiateur et de pacificateur. Il parlementerait avec le personnage récalcitrant, puis il s'adresserait aux auditeurs et leur proposerait de le laisser rentrer, prenant sur lui de garantir une meilleure conduite. On déciderait de supprimer le refoulement et le calme et la paix renaîtrait. Voilà une image assez juste de la tâche qui incombe au médecin dans le traitement psychanalytique des névroses. Alors que nous dit Freud? De manière figurée, Freud nous dit, imaginons qu'on ait expulsé Charles et qu'il revienne
sous forme déguisée. Alors, soit il tape à la porte comme un taré, soit il réussit à se réintroduire dans la salle, et à ce moment-là, sous un déguisement, il continue à ricaner, à taper du pied, etc., etc., etc. Et le problème, c'est qu'on ne parviendra pas à l'identifier. Bon, ça, c'est le sens figuré. Le sens littéral de de l'exemple, de l'allégorie que prend Freud, c'est que bien souvent, un événement qui nous a traumatisés va revenir nous hanter sans que nous le reconnaissions par certaines impressions, par certaines expériences, par certaines images qui vont nous troubler sans que nous sachions pourquoi. Et que nous avons refoulé effectivement. Mais ça ne va pas empêcher cet événement traumatisant de revenir sous une forme méconnaissable. Alors, je vais vous parler de moi, une fois n'est pas coutume. Euh, Quand j'étais petit et jusqu'à assez adolescent, j'avais peur des poignées de porte. Et des poignées de fenêtre. Et il n'y avait rien qui me terrifiait plus dans un film d'horreur que l'image vue, revue et revue de la poignée de porte qui tourne doucement, avec le tueur qui est de l'autre côté. Et je comprenais pas pourquoi ça me mettait dans des états pareils de voir des poignées de porte, c'était pas normal, quoi. J'avais pas peur des serpents, j'avais pas peur de l'avion, mais j'avais peur des poignées de porte. Et la question c'est évidemment pourquoi. Pourquoi ça et pas autre chose? Pourquoi ça et pas les requins par exemple? Euh, ou aliens? Pourquoi les poignées de porte? Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a un moment très précis dans ma vie où j'ai vu une poignée de porte tourner toute seule. Ça a été un moment terrible pour moi. Ce moment, c'est le moment où, le jour où le GIA, le groupe islamique armé, a commis un attentat à Port-Royal, à Paris, à la station, entre la station Saint-Michel et la station Port-Royal. Et ma mère devait emmener mon petit frère chez l'orthophoniste et elle devait prendre ce RER. Et il y avait eu du retard, évidemment la ligne B, hein. Il y avait eu du retard, elle n'arrivait pas à rentrer, bref, il n'y avait pas les téléphones portables à l'époque, et elle est rentrée juste au bon moment, on va dire. Et moi j'étais dans la cuisine, notre cuisine ne donnait pas sur la rue, elle donnait sur une cour intérieure, et à un moment j'ai vu la poignée de la porte de la cuisine faire un quart de tour. Okay. Alors la porte était dans l'appartement, si vous voulez. Pas, aucun contact entre la porte et l'extérieur. Et en fait, le souffle de l'explosion a été tellement violent qu'il a fait tourner la poignée de porte. Okay. Et cette explosion aurait pu tuer ma mère et mon petit frère. Et ça, je l'ai complètement je l'avais refoulé à ce moment-là, si vous voulez, hein, comme on dit dans un certain film, c'est passé Rasibus. J'avais refoulé à peu près tout ce qui s'était passé à ce moment-là, y compris l'épisode de la poignée de porte. Et à chaque fois que je voyais une poignée de porte, mon inconscient travaillait d'une certaine manière, m'angoissait, sans que je comprenne pourquoi. Sans que je comprenne pourquoi. Sans que je comprenne en fait que ce qui m'avait le plus marqué dans cette histoire, c'était cette poignée de porte de la cuisine qui avait fait un quart de tour sans que je comprenne pourquoi. Et bien c'est ça, en fait, le retour du refoulé. Le retour du refoulé, c'est quand vous êtes face à une scène, à un son, à une image, et qu'elle vous trouble, et que vous ne comprenez pas pourquoi elle vous trouble, et qu'en réalité, il y a énormément d'indices qui vous permettent de déchiffrer ce trouble.
Et ce que dit Freud, c'est que c'est par la psychanalyse. Alors moi, j'ai réussi ça tout seul sans la psychanalyse, hein, mais c'est par la psychanalyse en fait qu'on peut prendre conscience de ces troubles que Freud appelle des névroses. La névrose, c'est précisément ce trait psychique, cette modalité, cette tonalité psychique qui se manifeste par un trouble lorsque le refoulé fait son retour. Et donc Freud dit, effectivement, il faudrait qu'il y ait un médiateur entre le conférencier et le fauteur de troubles. Et à ce moment-là, il y aurait une forme de réconciliation entre ce qui a été refoulé et la conscience. Le calme et la paix renaîtraient. Alors, pour bien comprendre ce que veut dire Freud ici, il faut ajouter à ce qu'il dit en 1914 une théorie qu'il va formuler dans les années 1920, à partir de 1920, ce qu'on appelle la seconde topique. Ce qu'on appelle la seconde topique, c'est-à-dire une seconde schématisation de notre appareil psychique. Freud va distinguer entre trois instances de la vie psychique: le surmoi, qui représente tout ce qui est normes, règles, interdits, tabous, et qui est en partie conscient et en partie inconscient. C'est-à-dire que c'est un bain dans lequel on est pris dès notre naissance. On n'explicite pas forcément tous les interdits dans une culture, dans une société. En revanche, de manière inconsciente, on sait qu'il n'est pas bien de faire ci, ou il est inconvenant de faire ça. Et il est même monstrueux de faire ci, et monstrueux de faire ça. Donc le surmoi agit sur notre conscience comme un comité de censure. Plus une société est... C'est pour ça que les 68 arts vont adorer Freud. Plus une société est stricte, plus on risque de fabriquer de névroses, parce que plus il va y avoir de désirs qui vont être refoulés, et donc qui peuvent faire un retour névrotique. Et moins une société est stricte, plus elle est permissive, moins il va y avoir de désirs interdits, moins il va y avoir de traumatismes à refouler. La deuxième instance que Freud décrit dans la seconde topique, c'est le moi. Et le moi correspond, grosso modo, au domaine du conscient, mais aussi à cette forme d'inconscient qui est simplement la mémoire en puissance. Okay. Donc le moi, c'est non seulement notre conscience actuelle, mais notre conscience actualisable dans le souvenir. Oui, ça va mieux? Faut arrêter de faire du sport, c'est très mauvais pour la santé. Regardez Churchill. Une publicité vivante pour l'alcoolisme et le tabagisme. Il est mort à 90 ans. Troisième instance, le ça. C'est dit
Ah, it, comme dirait Stephen King. Le ça. Qu'est-ce que c'est que ça, le ça? Le ça, c'est euh, à la fois le monde des pulsions, des désirs socialement interdits, moralement interdits. Okay, donc c'est le monde pulsionnel. C'est le pôle pulsionnel de notre vie psychique, le ça. C'est aussi, plus globalement, ce que Freud appelait dans la première topique, dans les années 1900, l'inconscient, c'est-à-dire ce lieu où se transforme ce qui a été refoulé. Donc ce qui est intéressant ici, ce qu'il faut retenir, c'est que, hein, dans la perspective du sujet, peut-on vraiment être soi-même? C'est que ce que Freud appelle le moi est perpétuellement pris dans une relation avec une instance de censure qui s'appelle le surmoi. Je suis aussi ce que ma culture, ce que mon milieu social, ce que ma religion fait de moi. Et aussi dans une relation problématique, tout aussi problématique avec le ça, c'est-à-dire avec mes pulsions, avec ma part d'animalité, avec ma part de violence. Et le moi doit composer à la fois avec cette espèce de Dieu le Père qu'est le surmoi, cette espèce d'enfer qu'est le ça. Si ces relations sont conflictuelles, elles peuvent aussi, par le travail de l'analyse, s'apaiser. Alors c'est ce que nous allons voir maintenant dans un texte, on va dire, autobiographique de Freud, Grand C, Transition, exprimer ce que je voulais taire, une tâche vouée à l'échec. On va parler là encore de l'interprétation. Donc, on va lire une lettre que Freud va écrire en 1936 à son ami écrivain français Romain Rolland. Il me semble que c'est avec deux L, mais je ne suis pas sûr. C'est peut-être un seul. Je sais que le Roland de la chanson de Roland, c'est un seul L, mais il me semble que Roland Garros, c'est deux. Il y a de quoi s'y perdre quand même. Romain Rolland. Roland, deux L. Romain Rolland. Donc, prix Nobel de littérature, il me semble, en 1915. Grand écrivain, pacifiste. Alors, Sigmund Freud va écrire une lettre à Romain Rolland qu'il va intituler Un trouble de la mémoire sur l'Acropole, parce qu'il va évidemment publier cette lettre. Et c'est un souvenir de jeunesse. En 1936, Freud est déjà bien vieux, hein, c'est le Freud tel qu'on le connaît sur les photos, c'est le Freud avec sa barbe et son cigare. Et il se rappelle d'une époque, dans les années 1880, j'imagine, où il n'était pas si vieux que ça, où il était un jeune médecin, plein de promesses, mais n'en ayant encore tenu aucune. Et il raconte, ça va bientôt être votre lot à tous, ou à toutes, je sais pas, enfin j'espère, il raconte ses vacances. Bon, à l'époque on voyageait plus librement que sous le Covid, mais enfin passons. Freud va raconter un voyage qu'il va faire en Grèce, à Athènes plus précisément, et le phénomène étrange qui va se produire lorsqu'il va parvenir sur l'Acropole, c'est-à-dire sur le plus haut point de la cité athénienne,
là où il y a, sur l'acropole, là où il y a le temple du... Du? Non, Athènes, bande de buses. Merci. D'Athéna, le Parthénon. Parfois c'est dur, hein. Alors, à cette époque, j'avais coutume de partir tous les ans avec mon frère cadet, à la fin d'août ou au début de septembre, pour un voyage de vacances qui durait plusieurs semaines et qui nous conduisait à Rome, dans une région, dans une quelconque région d'Italie ou sur quelques côtes de la Méditerranée. Donc, Freud parle d'une époque où il est encore jeune, mais il a déjà du succès et il a les moyens de partir en vacances l'été, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et il part en vacances avec son petit frère. Fin d'août, début de septembre. Et c'est toujours Rome, Italie, quelques côtes de la Méditerranée. En quittant l'homme de Trieste, donc ils rencontrent quelqu'un à Trieste qui leur conseille d'aller à Athènes. Nous étions tous deux d'une humeur singulièrement maussade. Nous discutâmes le plan proposé, le jugeâmes tout à fait inopportun et ne vîmes que des obstacles à sa réalisation. De plus, nous supposions qu'on ne nous laisserait pas entrer en Grèce sans passeport. Alors pourquoi? Parce que la Grèce... non, je dis des bêtises, c'est le cas en 1936, c'est pas le cas à l'époque où que relate Freud. En attendant que les bureaux de la Lloyd fussent ouverts, nous flânâmes dans la ville, indécis et mécontents. Mais une fois l'heure venue, nous allâmes au guichet et prîmes des billets pour Athènes, comme cela allait de soi, sans nous soucier des prétendues difficultés, sans même nous confier l'un à l'autre les raisons de notre décision. Cette conduite était vraiment très étrange. Plus tard, nous reconnûmes que nous avions accepté tout de suite avec le plus grand empressement la proposition de remplacer Corfou par Athènes. Mais alors pourquoi nous étions-nous gâchés par de la mauvaise humeur le moment d'attente qui précéda l'ouverture des guichets? Pourquoi ne nous étions-nous fait miroiter que des empêchements et des difficultés? L'après-midi de notre arrivée, quand je me trouvais sur l'acropole et que j'embrassais le paysage du regard, il me vint subitement cette étrange idée. Ainsi, tout cela existe réellement, comme nous l'avons appris à l'école. Mais précisément, mon expérience sur l'acropole, qui aboutit bien à un trouble de mémoire, à une falsification du passé, nous aide à mettre cette influence en évidence. Il n'est pas vrai que pendant mes années de lycée, j'ai jamais douté de l'existence réelle d'Athènes. Je doutais seulement de voir jamais Athènes de mes propres yeux. Aller si loin, faire si bien mon chemin, me paraissait hors de toute possibilité. Ce sentiment était lié à l'étroitesse et à la pauvreté de nos conditions de vie dans ma jeunesse. Et sûrement, mes rêves de voyage exprimaient aussi le désir d'échapper à l'atmosphère familiale, ce même désir qui pousse tant d'adolescents à faire des fugues. J'avais depuis longtemps démêlé qu'une bonne part de mon envie de voyager tenait à ce désir d'une vie libre. Autrement dit, à mon mécontentement au sein de ma famille. Quand on voit la mer pour la première fois, qu'on traverse l'océan, des villes et des paysages réels dont on a rêvé longtemps, comme de choses lointaines et inaccessibles, on se fait à soi-même l'effet d'un héros ayant accompli d'incroyables prouesses. Ce jour-là, sur l'acropole, j'aurais pu dire à mon frère: te souviens-tu de notre jeunesse? Tous les jours, nous faisions le même chemin pour aller au lycée. Le dimanche, nous allions sur le Prater ou dans un coin de campagne que nous connaissions déjà si bien. Et maintenant, nous sommes à Athènes. Nous voici sur l'acropole, comme nous avons fait du chemin. S'il est permis de comparer de si petites choses avec des événements infiniment plus grands, hein, donc là, euh, il a pas mal aux chevilles. Napoléon Ier, le jour de son couronnement à Notre-Dame, ne s'est-il pas tourné vers l'un de ses frères, je crois que c'était Joseph l'aîné, en disant: que dirait Monsieur notre Père s'il pouvait être ici maintenant? Et si nous nous demandons pourquoi nous nous étions gâchés dès Trieste le plaisir d'aller à Athènes, nous touchons à la solution du petit problème. Il faut admettre qu'un sentiment de culpabilité reste attaché à la satisfaction d'avoir si bien fait son chemin,
il y a là depuis toujours quelque chose d'injuste et d'interdit. Cela s'explique par la critique de l'enfant à l'endroit de son père, par le mépris qui a remplacé l'ancienne surestimation infantile de sa personne. Tout se passe comme si le principal dans le succès était d'aller plus loin que le père, et comme s'il était toujours interdit que le père fût dépassé. À ces motivations générales s'ajoute dans notre cas un facteur particulier, c'est que les thèmes d'Athènes et de l'Acropole contiennent en eux-mêmes une allusion à la supériorité des fils. Notre père avait été négociant, il n'avait pas fait d'études secondaires, Athènes ne signifiait pas grand-chose pour lui, ainsi ce qui nous empêchait de jouir de notre voyage était un sentiment de piété à l'Acropole. Maintenant, vous ne vous étonnerez plus que le souvenir de cet incident sur l'Acropole revienne si souvent me hanter depuis que je suis vieux moi-même, que j'ai besoin d'indulgence et que je ne puis plus voyager. Alors que dit Freud dans cette lettre à Romain Rolland qui s'intitule Un trouble de la mémoire sur l'Acropole. Donc Freud relate un souvenir de jeunesse lorsque jeune médecin, il commence à avoir les moyens de partir en vacances l'été et qu'on lui propose, à lui et à son petit frère, d'aller à Athènes, de visiter Athènes. Et à ce moment-là commence une série d'événements troublants. D'abord, ils ont hâte de s'y rendre, ils sont très excités à l'idée d'aller à Athènes, plus qu'ailleurs, plus que, je ne sais pas moi, sur l'île de Corfou. Et en même temps, ils craignent de ne pas y arriver. Ils craignent que ce voyage sera empêché par des accidents. Et ils sont mal à l'aise à l'idée d'aller à Athènes. Donc ils sont à la fois très empressés à l'idée de se rendre euh, en Grèce à Athènes, et en même temps ils sont convaincus qu'il va leur arriver malheur, ils sont convaincus qu'ils commettent une faute en y allant, ils sont troublés à l'idée d'y aller. Et ce trouble culmine par une exclamation de Freud euh, lorsqu'ils arrivent, lui et son frère, au sommet de l'Acropole, à savoir, ainsi tout cela existe réellement comme nous l'avons appris à l'école. Cette phrase, Freud va l'interpréter comme une falsification de sa mémoire. Son inconscient a produit un souvenir faux. Pourquoi ? Pourquoi son inconscient a-t-il fait cela ? Pourquoi son inconscient a-t-il produit un faux souvenir ? Parce que, alors, premièrement, Freud, nous dit-il, Freud n'a jamais douté de l'existence d'Athènes. Freud n'a jamais douté de l'existence de l'Acropole. Alors pourquoi fait-il comme si il en avait douté ? Et c'est là en fait qu'on comprend l'interdit que représentait Athènes pour Freud. Freud vient d'une famille juive assez religieuse, même très religieuse, et d'une famille pauvre. C'est ces deux points qui sont importants. Freud vient d'une famille juive orthodoxe et d'une famille relativement modeste, voire pauvre. Et Freud a accédé, c'est ce qu'on appelle un transclasse, il a accédé à la grande bourgeoisie euh, grâce à ses écrits, grâce à ses travaux. Et il a abandonné son milieu familial. Et en ce sens, il a fait quelque chose pour lequel il a été programmé. Un fils, d'une certaine manière, euh, est porté par l'ambition de ses parents. Le rêve de tout père, c'est que son enfant réussisse mieux que lui dans la vie, fasse mieux son chemin, y compris et surtout peut-être dans des milieux modestes.
mais ça ne va pas sans une part de culpabilisation. Et en particulier, si on pense aux religions du livre et à la Torah, à l'Ancien Testament, euh, quel est le deuxième des 10 commandements? Le premier des 10 commandements, c'est je suis ton Seigneur, ton Dieu, hein, tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi, c'était le montant. Et le deuxième commandement, c'est tu honoreras ton père et ta mère. Juste en dessous de Dieu, il y a papa. Okay. Pourquoi? Parce que Dieu est le père de toute la création, mais mon père, c'est mon père. Et je suis soumis à mon père comme je suis soumis à Dieu. Donc aller plus loin que son père, c'est, on va dire, avoir une interprétation particulièrement iconoclaste du deuxième commandement. Aller plus loin que son père, c'est violer un interdit social, un interdit familial majeur. C'est prendre le risque de mépriser son père. De se dire, bah oui, mon père c'était un plouc, il ne savait pas où était Athènes, il n'a pas fait d'études secondaires. Pour lui, Hercule, Athéna, tout ça, c'est très très loin. Mon père était quelqu'un de simple, pour ne pas dire de simplet. Et ça, dans le cadre d'une culture juive traditionnelle, dans le cadre d'un surmoi juif traditionnel, c'est un interdit qui pèse lourd de manquer à ce point de respect à son père. L'autre point, évidemment, c'est l'argent. C'est pas évident, si vous voulez, de gagner en un mois ce que son père gagne en un an. Et c'est ce que fait Freud. C'est ce que fait Freud. Et donc, en fait, le succès de Freud, des frères Freud, on va dire, mais c'est évidemment Sigmund qui a le mieux réussi, le succès de Freud euh, vient comme une sorte d'injonction contradictoire. Premièrement, il faut réussir dans la vie. C'est une sorte de norme sociale, d'idéal social qu'il faut accomplir. Mais en même temps, il ne faut pas trop réussir, parce que ça voudrait dire humilier son père. Pas évident d'être le fils. Pardon, pas évident d'être le père de Napoléon. Le père de Napoléon, c'est rien, quoi. C'est un petit aristocrate, mais un aristocrate corse, si vous voulez. Un aristocrate corse, c'est quelqu'un qui a une maison, hein, et des chèvres. C'est pas grand-chose, un aristocrate corse. Et Napoléon, il se fait sacrer à Notre-Dame par le pape. Bon, c'est pas évident à assumer d'être le père de Napoléon, mais c'est pas évident non plus à assumer d'être le fils de ce père-là. Et donc, pourquoi s'est-il exclamé, fin mot de l'histoire, pourquoi s'est-il exclamé c'est donc que ça existait vraiment, ainsi tout cela existe réellement comme nous l'avons appris à l'école. Parce que, d'une certaine manière, d'une part, Freud se voit comme un héros qui va marcher dans les pas de la mythologie grecque. Il se voit comme quelqu'un qui est passé d'un petit village autrichien de campagne à Athènes. Et en même temps, il culpabilise d'avoir si bien réussi sa vie. Et donc de s'être à ce point éloigné de la figure tutélaire paternelle.
Et donc, hein, pourquoi ça s'est produit, d'après lui, à Athènes et précisément sur le temple, sur l'acropole, devant le Parthénon. Pourquoi? Parce que Athéna, c'est la fille préférée de son père Zeus, et on peut dire qu'elle a mieux réussi que lui. C'est-à-dire qu'elle a dépassé son père, elle a fondé des cités alors que Zeus non, etc., etc. Et en même temps, c'est un temple, le temple du Parthénon, c'est un temple, hein, euh, et il y a une forme de religiosité à l'idée de penser à son père dans la demeure d'Athéna. Alors, la question qu'on peut se poser, en fait, c'est une question qu'on peut poser à la psychanalyse tout entière. C'est que dans la mesure où elle ne repose pas sur des éléments tangibles, c'est-à-dire qu'on peut toucher, qui sont concrets, elle est condamnée à l'interprétation, à interpréter certains phénomènes. Or, comme toute interprétation, le travail psychanalytique peut être contesté, peut être revu, sans que le résultat ne soit jamais certain. Par exemple, on peut faire une autre analyse de la lettre intitulée Un trouble de la mémoire sur l'acropole. Déjà, euh, quand cette lettre a-t-elle été publiée? 1900, 1936. Il se passe quoi en Europe en 1936? Alors c'est en 33, mais ça commence à chauffer assez gravement, si vous voulez. Euh, et un vieux juif qui s'émeut de la grande culture européenne qui est réduite à l'état de ruine. Ça a du sens. Ça a du sens, en fait. Ça a un autre sens. On peut très bien penser que cette lettre a pour signification les inquiétudes de Freud qui est face à un monde européen au bord du précipice, à une culture classique antique que les nazis sont en train de s'approprier, et bref, que tout cela va mal finir. Est-ce qu'on reverra un jour Athènes? Pas sûr. Et Freud en particulier. Donc voilà, une autre interprétation du même souvenir qui est peut-être tout aussi valable. Pourquoi en parle-t-il maintenant? Pourquoi Freud choisit-il ce moment-là pour livrer ce souvenir? Ce n'est pas anodin. Et donc on peut toujours faire une analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse. On peut toujours interpréter une interprétation. Est-ce que ça va pour tout le monde, ça? Alors,
Grand 4, et en fait ça va être très rapide, je ne vais faire qu'un seul texte sur ce point-là. Donc on va le faire comme ça. Grand 4, suis-je ce que je veux être? Suis-je ce que je veux être? Et on va lire un texte de Marx tiré de la critique de l'économie politique. Vous faites pas d'écho du tout? Non? Vous avez vu Marx en histoire ou pas du tout? Sur le Capital, sur les historiographies ou vous avez fait un petit peu voilà, vous avez étudié un petit peu ce que c'était que le marxisme. Okay. Bon, pour que vous compreniez le texte, il va falloir que je vous parle effectivement du matérialisme historique, c'est-à-dire de la théorie que Marx va déployer de manière fameuse dans le Capital, en particulier dans le livre 1 du Capital. Quelle est la thèse de Marx? Chut, c'est pas possible. La thèse de Marx, c'est que le développement des événements historiques est déterminé par les conditions matérielles de l'existence humaine. Pour le dire très simplement, on a une vision fausse de l'histoire comme étant faite par des individus, globalement plutôt des hommes d'ailleurs. On a l'intuition, en lisant un livre d'histoire, à l'ancienne on va dire, que l'histoire est faite par des grands hommes, par Jules César, par Napoléon, tiens, par Clovis, par Charlemagne, par Richelieu, etc., etc., par Churchill. Et en fait, Marx dit, c'est bien plutôt les hommes qui sont agis par un certain développement de ce qu'il appelle les conditions matérielles d'existence, c'est-à-dire de l'économie. Donc, il faudrait plutôt voir comment l'économique influence certains hommes à agir comme ils le font dans un certain contexte historique. Je vais prendre un exemple. L'Empire romain et César. On peut voir la création de l'Empire romain par le fils adoptif et le neveu de César, donc Octavien, qui va s'appeler Auguste, qui va se faire appeler Auguste, ça va être son cognomen. On peut voir la création de l'Empire romain comme l'œuvre de l'ambition personnelle de César, qui veut devenir roi, qui va être assassiné, et son neveu, par vengeance, va tout faire pour exterminer la République qui a contribué à faire assassiner son père adoptif. Et donc on peut voir cette histoire de fondation, de création de l'Empire romain, comme une histoire avec des personnages principaux que sont César, Jules César, Octave Auguste, Marc-Antoine, Cléopâtre, etc., etc., etc. Mais on peut voir ça aussi différemment. Pourquoi l'Empire
est-il né? On peut voir ça de manière économique. Pourquoi l'Empire est-il né? L'Empire est né parce qu'il y avait trop d'esclaves. L'Empire est né parce que les riches propriétaires terriens euh, mettaient les honnêtes romains au chômage, et ils les mettaient au chômage parce qu'ils avaient trop d'esclaves. Ils agrandissaient leurs terres sans rencontrer de limites. Résultat des courses, quand les vétérans des légions romaines rentraient, ils n'avaient nulle part où s'installer. Et devinez qui les a recrutés pour prendre le pouvoir? César. Et la raison pour laquelle César puis Octave vont tour à tour tenter de fonder l'Empire romain, c'est pour remettre de l'ordre dans une société qui, économiquement, doit évoluer dans le sens non plus de l'esclavage, mais d'une forme de salariat. Okay. Il y a trop de Romains par rapport au nombre d'esclaves qu'il y a dans l'Empire. Il faut diminuer le nombre, la proportion d'esclaves par rapport à la proportion de citoyens. Du coup, il va falloir agrandir pour donner des terres aux citoyens. D'où l'Empire. On prendra ça avec vos camarades la semaine prochaine, mardi prochain. Merci.